Tu portes cela depuis trop longtemps. Je vois ce fardeau. Tes genoux tremblent comme ceux d'Atlas qui soutient sur ses épaules un ciel qui s'effondre. Ta liste de tâches est infinie et une voix silencieuse et impitoyable à l'intérieur murmure. Tu dois en faire plus. Ce n'est pas assez. Tu es fatigué, mais pas du travail. Tu es fatigué de la guerre sans fin contre toi-même. Écoute-moi attentivement. Ce que le monde moderne appelle paresse ou burn-out, Carl Jung le nommait autrement, invitation. Une invitation. Ce n'est pas une erreur de ton système. C'est le frein d'urgence que ton âme a tiré au dernier moment pour te sauver de l'anéantissement total. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le début de ton voyage nocturne sur la mer. Au cours de l'heure qui vient, nous n'allons pas apprendre à être plus productifs. Nous allons faire le contraire. Nous allons conclure un contrat avec ton âme. Vous comprendrez pourquoi votre psyché a coupé les sources d'énergie. Vous découvrirez quelle tâche vitale se cache derrière votre apathie. Et plus important encore, vous verrez le chemin pour enfin déposer ce fardeau sans détruire votre vie. Les Grecs anciens considéraient cet état comme une malédiction, mais Jung nous a laissé une carte sur laquelle un trésor est marqué précisément ici. Si vous êtes prêt à entendre ce que votre âme vous crie depuis des années, expirez simplement. Nous commençons. Entrons dans ce silence. Vous connaissez trop bien cet endroit. C'est cet espace même où vous vous retrouvez à peine les yeux ouverts le matin. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, vous sentez cette lourdeur. Ce n'est pas cette fatigue agréable qui vient après une longue course ou une journée de travail honnête. Cette fatigue-là promet le repos. Ce que vous ressentez est différent. C'est une lourdeur ancienne qui semble s'être installée dans votre moelle osseuse. C'est la fatigue d'une âme qui a oublié comment danser. Vous regardez par la fenêtre et le monde semble terne, comme si quelqu'un d'une main invisible avait baissé la saturation de la réalité. Un filtre gris s'est posé sur vos yeux, transformant la joie en un lointain souvenir et la passion en une obligation fastidieuse. La nourriture perd son goût, la musique sa profondeur. C'est l'anédonie, le vol silencieux de la couleur de votre vie. Et ensuite, comme une ombre, vient la culpabilité. Elle s'allume en même temps que l'écran de votre téléphone. Vous les voyez, les autres. Ils courent, ils atteignent, ils gagnent. Leur vie semble être un été éternel de productivité. Et vous, vous êtes figé dans votre propre hiver. Vous vous sentez comme un mécanisme cassé, rouillé, dans un monde de machines parfaites et brillantes. Un rouage qui a cessé de tourner tandis que le grand moteur de la société rugit, indifférent à votre immobilité. Vous essayez de vous reposer, mais le sommeil n'apporte aucun refuge. Vous vous réveillez, mais votre âme dort encore, refusant de sortir dans ce monde qui exige d'elle une performance sans fin. Le silence dans votre chambre n'apporte pas la paix. Il pèse sur vos oreilles, assourdissant de questions non formulées. Vous êtes là, physiquement présent, mais à l'intérieur, vous dérivez dans un océan immense et immobile, attendant un vent qui refuse de souffler. Et c'est précisément pour cela, maintenant, que vous devez entendre ce que votre critique intérieure étouffe. Tout va bien chez vous. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas défectueux. Votre épuisement n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous avez été fort trop longtemps dans un jeu dont les règles contredisent la nature humaine. Votre fatigue n'est pas une maladie, mais une tentative saine et furieuse de votre organisme pour vous protéger de l'effondrement total. Vous avez essayé d'être un moteur perpétuel, mais vous êtes une âme vivante. Regardez le monde autour de vous. Quand la nature s'immobilise sous la neige, nous ne l'accusons pas de paresse. Nous ne crions pas sur la forêt parce qu'elle a cessé de grandir. Nous appelons cela l'hiver. L'arbre ne s'excuse pas d'avoir perdu ses feuilles en novembre. Il n'a pas honte de sa nudité. Il connaît une vérité profonde. Le printemps éternel est impossible. Pour donner un nouveau fruit, il faut d'abord s'immerger dans le repos. Votre âme aussi a droit à son hiver. Votre non-faire actuel n'est ni un crime ni une perte de temps. C'est un acte sacré d'accumulation. Vous ne vous êtes pas arrêté. Vous avez simplement cessé de vous dépenser pour l'extérieur afin de préserver l'étincelle de vie à l'intérieur. Mais regardez plus attentivement ce paysage hivernal. Sous le silence blanc de la neige, les racines poussent plus vite et plus profondément que jamais. C'est là que réside le grand paradoxe de votre état. Vous ressentez le vide, l'épuisement, l'absence totale de force. Mais permettez-moi de vous proposer une pensée radicale. Votre énergie n'a pas disparu.
En physique, l'énergie ne peut pas simplement s'évaporer, elle ne fait que passer d'une forme à une autre. Il en va de même pour la physique de l'âme. Votre force n'est pas tarie, elle a simplement changé de direction. Imaginez votre psyché comme une immense maison. Pendant des années, toutes les lumières brillaient vivement aux fenêtres de la façade, dans la partie de vous qui sourit, travaille, réussit et plaît aux autres. Nous appelons cela la persona. Mais soudain, l'interrupteur a basculé. Les fenêtres se sont éteintes. Le monde voit l'obscurité et pense que la maison est abandonnée. Mais c'est une illusion. La lumière s'est éteinte dans le salon de votre vie sociale uniquement parce que quelqu'un, une partie profonde et sage de vous, a pris une lanterne et est descendu à la cave pour vérifier les fondations. En ce moment même, dans les profondeurs de votre inconscient, se déroule une construction massive et vitale dont votre ego n'a même pas conscience. Une migration massive d'énergie du monde extérieur vers le monde intérieur est en cours. Et cette lourdeur de plomb que vous ressentez, ce n'est pas votre ennemi. C'est un gardien sévère posté aux portes. Il bloque les sorties, il ne vous laisse pas gaspiller un carburant précieux en conversations vaines et en agitation insensée. Car chaque goutte d'énergie est maintenant nécessaire là-bas, en bas. Votre fatigue protège votre transformation. Mais il y a un problème. Au lieu de laisser ce travail s'accomplir, vous vous tenez devant la porte fermée de la cave et vous tirez désespérément sur la poignée. Vous essayez de provoquer artificiellement l'été en plein janvier en noyant votre fatigue dans la caféine, la honte et la motivation des autres. Vous luttez contre le processus qui est censé vous sauver, et c'est cette lutte qui vous épuise plus que la fatigue elle-même. Pour accepter cet hiver, nous devons cesser de prétendre que nous sommes en juillet. Nous devons mettre de côté la panique et prendre les plans en main. Nous devons examiner la mécanique de votre âme comme le faisait Carl Jung, non pas comme un chaos d'émotions, mais comme un système précis de flux énergétique. Nous devons trouver l'endroit exact de la rupture. Mais avant de descendre dans cette cave pour trouver des réponses, nous devons comprendre pourquoi vous avez si désespérément essayé de garder cette porte fermée. Nous devons voir quelles illusions précises vous ont fait croire que vous êtes une machine qui n'a pas le droit de s'arrêter. Soyons honnêtes et regardons votre anamnèse. Vous avez déjà essayé de résoudre ce problème, n'est-ce pas? Très probablement, votre arsenal était standard. Vous avez essayé une gestion du temps stricte en planifiant votre journée à la minute près. Vous avez augmenté les doses de caféine en essayant de démarrer le moteur chimiquement. Vous avez regardé des vidéos de motivation où des gens qui réussissent vous crient depuis l'écran qu'il faut simplement se prendre en main et travailler pendant que les autres dorment. Peut-être avez-vous même pris des vacances en espérant qu'une semaine à la plage rechargerait la batterie pour revenir encore plus vidé qu'au départ. Et pourtant, vous êtes ici. La fatigue n'a pas disparu. Pourquoi? Parce que toutes ces méthodes sont basées sur une erreur fondamentale de diagnostic. Vous essayez de traiter une crise spirituelle avec des outils administratifs. Vous essayez d'appliquer la logistique à la métaphysique. Ce que vous faites ressemble à une tentative de guérir une fracture ouverte de l'âme avec un pansement et un nouvel agenda. Nous vivons dans une culture obsédée par l'archétype du héros solaire, celui qui est toujours au sommet, qui gagne toujours, qui brille toujours. Cette culture vous a convaincu que votre psyché est un mécanisme linéaire. Versez le carburant, appuyez sur la pédale, obtenez le résultat. Si la machine s'arrête, donnez-lui un coup de pied, graissez-la ou forcez-la à avancer par la volonté. Le monde moderne a une peur pathologique de l'arrêt. Il vous a vendu l'idée que toute pause est une panne et toute tristesse une erreur dans le code qu'il faut corriger immédiatement. C'est pourquoi vous vous dites « ressaisis-toi ». Vous utilisez la discipline comme un fouet. Mais voici la dure vérité. Chaque fois que vous vous forcez à fonctionner contre la volonté de votre âme, vous ne résolvez pas le problème. Vous creusez votre dette. Vous empruntez de l'énergie à un avenir que vous n'aurez peut-être pas la force de vivre. Vous n'êtes pas paresseux. Vous appliquez simplement le mauvais remède à la mauvaise blessure. Vous essayez d'optimiser votre souffrance au lieu de vous arrêter et d'écouter son message. Vous essayez de courir un marathon avec une jambe cassée en vous persuadant que si vous courez assez vite, l'os se ressoudra de lui-même. Cela n'arrivera pas. Toutes ces tentatives de se ressaisir échouent parce qu'elles ignorent la nature même de votre énergie. Imaginez un instant que votre force vitale, votre libido, comme l'appelait Jung, n'est pas de l'essence dans un réservoir que l'on peut simplement remplir. C'est une rivière puissante,
sauvage, abondante. Dans son état naturel, elle coule librement, nourrissant les rives de votre vie, apportant la joie, la créativité et le désir d'agir. Mais regardez votre paysage intérieur maintenant. La rivière ne coule pas, elle stagne. Pourquoi? Parce que vous avez construit un barrage. Ce barrage a été érigé pendant des années. Chacune de ces pierres est une attente des autres que vous avez acceptée comme la vôtre. D'énormes blocs froids sur lesquels sont gravés les mots « Je dois »,« Je suis obligé »,« Je n'ai pas le droit »,« Je dois être bon »,« Je dois être fort ». Vous avez bloqué le cours naturel de votre âme parce que vous aviez peur que cette rivière soit trop imprévisible, trop chaotique, trop réelle pour le monde soigné et stérile que vous essayez de construire. Et voici ce qui se passe maintenant. L'eau monte. La pression sur les murs est colossale. Votre vraie nature, vos désirs refoulés, votre ombre, vos larmes non pleurées et vos chansons non chantées, tout cela pèse sur le barrage avec une force incroyable. Les murs se fissurent, le béton gémit, et c'est là que réside la plus grande illusion de votre état. Vous pensez que vous n'avez pas de force, vous vous sentez vidé, mais c'est un mensonge. En ce moment même, à cette seconde précise, vous dépensez une quantité titanesque d'énergie, mais vous ne la dépensez pas pour créer, pour avancer, pour vivre. Vous dépensez toute votre force vitale à retenir ce barrage. Vous vous tenez, l'épaule appuyée contre le mur tremblant, et vous priez pour qu'il ne s'effondre pas. Votre fatigue n'est pas une absence de carburant. C'est le résultat d'une tension colossale, invisible au monde. C'est le prix de la guerre contre vous-même. Vous êtes tellement occupé à réprimer votre propre essence que vous n'avez tout simplement plus de ressources pour la vie elle-même. Vous n'êtes pas faible. Au contraire, vous faites preuve d'une force incroyable en retenant un océan. Mais cette force est dirigée contre vous-même. Maintenant, éloignez-vous de ce mur. Faites un pas en arrière. Je veux que nous cessions de parler de métaphores et que nous parlions de votre vie. Maintenant. Je vous demande de faire quelque chose de difficile. Si vous en avez le courage, mettez cette vidéo en pause. Juste pour 1 minute. Dans ce silence, je veux que vous vous posiez la question que vous fuyez depuis des années. Qui avez-vous peur de devenir si vous cessez de tenir ce mur? Que se passera-t-il si vous desserrez simplement les mains? De quelle catastrophe avez-vous si peur? Que vous deviendrez inutile? Qu'on cessera de vous aimer si vous cessez d'être arrangeant et fonctionnel? Que sous ce masque de personne qui réussit, on découvrira quelqu'un d'effrayé, de petit et de tout à fait imparfait? Demandez-vous honnêtement, la vie de qui vivez-vous en ce moment? Souvenez-vous de votre journée d'hier. Parcourez les heures. Combien de minutes dans cette journée vous appartenaient? Pas à votre patron, pas à vos enfants, pas à vos abonnés, pas à votre sens du devoir. Combien d'actions avez-vous accomplies par une impulsion pure et vivante de « je veux » et non par un lourd et plombé « je dois ». Peut-être découvrirez-vous un vide effrayant. Peut-être réaliserez-vous que vous avez construit une vie parfaite pour quelqu'un d'autre. Pour vos parents qui voulaient être fiers de vous. Pour la société qui exigeait de vous que vous vous conformiez. Mais dans cette belle maison, il n'y a pas de place pour vous. Souvenez-vous de ce moment. Peut-être dans l'enfance, peut-être il y a des années, où vous faisiez quelque chose juste pour le plaisir. Quand vous dessiniez sans penser à une exposition. Quand vous vous promeniez sans compter les pas sur votre bracelet de fitness. Vous souvenez-vous de ce goût? Le goût de la vie qui coule à travers vous et non qui est extraite de vous goutte à goutte. Où est cette personne maintenant? Si vous retirez le mot « il faut » de votre journée de demain, restera-t-il quelque chose pour lequel vous aurez envie de vous réveiller? Ou ne restera-t-il que le silence et la peur de votre propre liberté? Si vous avez ressenti un vide en répondant à ces questions, n'ayez pas peur. C'est bon signe. Cela signifie que vous avez commencé à voir la différence entre vous et le rôle que vous jouez. Ce rôle a un nom. Carl Jung l'appelait la persona. La persona est le masque que nous portons pour affronter le monde. C'est notre visage social, notre costume de bon employé, de parent idéal, d'entrepreneur à succès. La persona est nécessaire. Elle protège notre âme vulnérable de la rudesse du monde extérieur, comme la peau protège la chair. Sans elle, nous serions trop à nu. Mais votre tragédie est la raison de votre fatigue mortelle et que vous avez commis une erreur fatale. Vous avez oublié que c'est un masque. Vous avez cru que le masque, c'était vous.
Vous avez joué le rôle de la personne idéale si longtemps et avec tant d'application que ce rôle a adhéré à votre visage. Le masque est devenu épais, lourd, impénétrable. Il ne vous protège plus, il vous étouffe. Vous dépensez toutes vos forces à maintenir son éclat, à polir ses fissures, à sourire avec sa bouche peinte, quand à l'intérieur vous avez envie de hurler. Jung prévenait, lorsque nous nous identifions complètement à la persona, nous nous coupons de la source de la vie. La persona est une matière morte. Elle ne génère pas d'énergie, elle ne fait que la consommer. L'énergie vivante, cette même libido, coule du soi, de votre centre profond, véritable, souvent sombre et inconfortable. Mais ce centre est là maintenant emmuré sous des couches d'attente sociale. Votre fatigue n'est pas une maladie de votre vrai moi. Votre vrai moi est plein de force. C'est votre persona qui est fatiguée. Elle est usée. Elle ne peut plus supporter le poids de la réalité. Et Dieu merci. Car votre âme, suffocant sous cette carapace, a enfin tiré le signal d'alarme. Carl Jung n'intervient pas ici en critique sévère, mais en guide sage qui voit votre douleur. Il vous regarde à travers le temps et dit « Enlève le masque, il est devenu trop étroit. Tu as grandi. Si tu ne l'enlèves pas toi-même, ta psyché l'arrachera de force et ce sera douloureux. Mais c'est la seule façon de recommencer à respirer. Vous avez joué un rôle si longtemps que vous avez oublié que quelqu'un de vivant vous attend dans la loge. Et ce quelqu'un veut désespérément rentrer chez lui. Ainsi, le masque s'est fissuré, l'énergie s'est tarie. Vous avez l'impression de tomber dans un abîme. Mais regardons cette chute avec les yeux de Jung, et peut-être que votre peur se transformera en admiration devant la sagesse de votre propre nature. Jung appelait ce processus la régression de la libido. Le mot régression dans notre monde semble effrayant. Il signifie un pas en arrière, une dégradation, un recul. Mais sur la carte de l'âme, en arrière signifie souvent en profondeur. Imaginez votre conscience comme un royaume florissant. Le roi de ce royaume est votre ego. Pendant de nombreuses années, le roi a gouverné avec assurance. Il a construit des villes, mené des guerres, étendu ses frontières. Toutes les ressources, tout l'or, toute l'énergie du royaume étaient dépensées pour l'expansion extérieure. Mais un jour, le roi est tombé malade. Les anciennes méthodes ont cessé de fonctionner. La terre a cessé de porter ses fruits. Le puits de la vie s'est asséché. Que se passe-t-il à ce moment-là? La vie ne disparaît pas du royaume. Elle quitte simplement les rues. L'énergie qui coulait auparavant vers l'extérieur, dans le travail, la communication, les réalisations, fait un demi-tour de 180 degrés. Elle commence à couler vers l'intérieur et vers le bas. Elle part dans les souterrains du château, dans les catacombes sombres et humides de l'inconscient, où le roi avait peur de regarder depuis des années. C'est cela votre fatigue. C'est la marée basse. L'eau s'est retirée du rivage non pas parce que l'océan s'est asséché, mais parce que quelque part dans les profondeurs, une vague géante se forme. Jung enseignait que l'énergie ne régresse pas sans raison. Elle retourne dans le passé, dans les profondeurs de la mémoire, dans le monde des instincts et des archétypes, pour trouver ce qui a été perdu. Elle descend dans le monde d'en bas pour trouver un remède pour le roi malade. Peut-être avez-vous oublié votre capacité d'enfant à jouer. Peut-être avez-vous réprimé votre saine agressivité, vous transformant en une personne arrangeante. Peut-être avez-vous renoncé à votre chaos créatif au profit de l'ordre. Toutes ces parties rejetées de vous vivent là, dans l'obscurité. Elles ont faim, et votre énergie est allée vers elles pour les nourrir, les ranimer et les ramener sur le trône. Votre dépression, votre apathie, ce n'est pas le vide. C'est une salle d'attente bondée dans la cave de votre âme. Un conseil secret s'y tient en ce moment. Là, dans l'obscurité, votre psyché passe en revue les vieilles archives, cherche des clés oubliées, refond des épées brisées. Ce n'est pas une chute, c'est une expédition. Votre âme a équipé une équipe de recherche et l'a envoyée dans les recoins les plus dangereux et les plus sombres de votre être. Car c'est seulement là, dans la boue et l'ombre, que se cache le trésor capable de guérir votre vie. Vous n'êtes pas en train de mourir. Vous vous préparez à renaître. Mais pour renaître, il faut d'abord se permettre de plonger dans cette obscurité fertile. Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait vous sembler terriblement familière. Ce n'est pas l'histoire d'un héros mythique, mais d'un homme de chair et de sang. Appelons-le Marc. Marc était l'architecte de sa vie,
au sens le plus littéral du terme. À 40 ans, il avait construit une façade parfaite. Associé dans un cabinet d'avocats, une maison avec des baies vitrées, une belle famille, un abonnement à une salle de sport de luxe. Sa vie ressemblait à une montre suisse, précise, chère, impeccable. Il était un maître de la discipline. La fatigue, c'est pour les faibles, se disait-il en buvant son 3e expresso avant une réunion. Mais un matin, un mardi ordinaire, le réveil sonna à 6h01 et Marc réalisa qu'il ne pouvait plus bouger. Ce n'était pas un rhume. Ses bras et ses jambes étaient intacts. Mais la volonté, cette volonté de faire sur laquelle il avait fonctionné pendant 2 décennies, avait tout simplement disparu. Il était allongé, regardant le plafond impeccablement blanc de sa chambre et sentait une terreur glaciale l'envahir. Il devait se lever. Il avait un rendez-vous avec un client. Il avait un plan. Mais son corps avait déclaré la grève. La première semaine fut un enfer. Marc pensait qu'il devenait fou. Il essayait de lire ses emails professionnels, mais les lettres se brouillaient. Il essayait de se forcer à aller courir, mais n'arrivait que jusqu'au salon et s'effondrait sur le canapé. Son ego, son roi intérieur, était en pleine crise. « Tu es un raté, tu vas tout perdre. Lève-toi !» Mais l'énergie était partie. La rivière s'était asséchée. Les médecins haussèrent les épaules. « Burn-out, vous avez besoin de repos. » Mais le repos n'aidait pas. Marc sombra dans un trou sombre et visqueux d'apathie. Les jours se fondirent en une masse grise. Il se sentait comme un cadavre vivant. Mais c'est là, au fond de ce trou, dans un silence total, lorsque le bruit de ses ambitions s'est enfin tu, que quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Un jour, en errant sans but dans la maison, il tomba sur une boîte de vieilles affaires dans le garage. Il y avait là un carnet de dessins poussiéreux, son carnet. Il avait 12 ans la dernière fois qu'il l'avait pris en main. À l'époque, il rêvait d'être artiste, mais son père lui avait dit « On ne nourrit pas sa famille en dessinant ». Et Marc avait oublié. Il avait tué l'artiste pour devenir avocat. Il ouvrit le carnet. L'odeur du vieux papier lui monta au nez comme de l'ammoniac. Sa main se tendit d'elle-même vers un crayon. Il n'avait pas l'intention de dessiner un chef-d'œuvre. Il commença simplement à faire glisser la mine sur le papier. Une ligne, une autre, une ombre. Et soudain, il le sentit. Un filet de chaleur fin, à peine perceptible, dans sa poitrine. Pour la première fois en 6 mois. Marc passa 3 heures à dessiner. Il sauta le déjeuner. Il oublia de vérifier son téléphone. Quand il eut fini, ses mains étaient couvertes de graphite et le dessin était maladroit. Mais une lumière était apparue dans ses yeux. L'énergie qui avait quitté la salle d'audience n'avait pas disparu. Elle était descendue dans la cave de sa mémoire pour retrouver ce garçon de 12 ans que Marc y avait enfermé 30 ans plus tôt. Elle était revenue pour dire « Tu as construit une maison pour le corps, mais tu as oublié de construire une maison pour l'âme. » Ce soir-là, il était allongé, regardant le même plafond, et sentait son empire s'effondrer, mais pour la première fois en 20 ans, il entendait sa propre respiration. Et cette respiration était calme. Regardez attentivement cette histoire. Marc n'est pas juste un personnage. Marc est une partie de votre propre âme. En ce moment, vous êtes peut-être allongé dans votre propre chambre noire, vous sentant trahi par votre corps et votre esprit. Vous regardez votre immobilité et vous l'appelez un effondrement. Vous l'appelez paresse, dépression, échec. Mais écoutez-moi, votre fatigue n'est pas un ennemi venu détruire votre vie. C'est une opération de sauvetage. Ce qui est arrivé à Marc et ce qui vous arrive, c'est une révolte. C'est le soulèvement de votre nature profonde et authentique contre la tyrannie de votre ego. Votre âme a regardé la vie que vous avez si soigneusement construite. C'est il faut sans fin, ces sourires forcés, cette poursuite d'idéaux étrangers, et a dit « Assez. Je ne donnerai plus une seule goutte d'énergie pour cela. Si tu ne t'arrêtes pas toi-même, je t'arrêterai de force. » Votre psyché vous sauve de l'insignifiance. Elle coupe l'alimentation des systèmes de votre vie qui sont devenus toxiques ou morts. Elle prend l'énergie de votre persona, parce que la persona est devenue un parasite qui dévore son hôte. Vous pensez que vous ne faites rien. Votre ego crie que vous perdez votre temps. Mais c'est la plus grande des illusions. Pensez à la chenille qui se transforme en papillon. Quand elle s'enroule dans son cocon, de l'extérieur, on dirait qu'elle est morte. Elle est immobile. Elle ne mange pas, ne rampe pas, n'atteint pas d'objectif.
Mais à l'intérieur du cocon se déroule le processus le plus intense, le plus complexe et le plus énergivore de la nature. La chenille se dissout littéralement, se désintègre en particules élémentaires pour se réassembler sous une forme entièrement nouvelle. Vous êtes dans le cocon, ce que vous appelez paresse, Jung l'appellerait la période d'incubation. En ce moment même, pendant que vous êtes allongé sur le canapé et que vous vous reprochez votre inaction, un travail colossal se déroule à l'intérieur de vous. Votre psyché réorganise votre système de valeurs. Elle réécrit le scénario de votre vie. Elle cherche votre artiste intérieur, votre enfant oublié, votre véritable passion. Vous n'êtes pas allongé à ne rien faire. Vous êtes en train de donner naissance à un nouveau vous. Et ce processus exige toute votre énergie sans réserve. Vous n'avez pas de force pour la vie extérieure, parce que toute l'énergie est partie sur le chantier intérieur. Exiger de vous-même d'être productif maintenant, c'est comme exiger d'une femme enceinte de courir un marathon. Elle est occupée à créer une nouvelle vie. Et vous aussi. Alors la prochaine fois que la voix dans votre tête vous dira « Tu es inutile », répondez-lui « Chut, je suis occupé, je suis en train de renaître ». Maintenant que nous avons vu l'histoire de Marc et compris la mécanique du cocon, je veux vous poser une deuxième question. Elle est plus difficile que la première, car elle exige de vous non seulement de l'honnêteté, mais la mémoire du cœur. Marc a retrouvé son vieux carnet de dessin. C'était sa clé. Mais chacun de nous a sa propre clé et chacun de nous a sa propre cave verrouillée. Nous commettons tous le même crime contre notre âme au début de notre jeunesse ou de notre vie d'adulte. Pour devenir adulte, pour nous intégrer dans la société, pour mériter l'amour ou l'argent, nous prenons les parties les plus vivantes, les plus brillantes, mais les plus inconfortables de nous-mêmes. Et nous les amputons. Quelqu'un a enterré sa sensibilité parce que le monde exigeait d'être dur. Quelqu'un a étouffé son chaos créatif pour un salaire stable. Quelqu'un a renoncé à sa sauvagerie et à son intuition pour devenir une personne respectable. Nous avons sacrifié ces parties de nous-mêmes sur l'autel de la persona. Nous pensions les avoir tuées. Mais les archétypes ne meurent pas. Ils vivent dans l'ombre et attendent. C'est pourquoi je vous demande, qu'avez-vous enterré en vous pour devenir qui vous êtes maintenant? Quelle voix avez-vous fait taire? Est-ce la voix de l'artiste? La voix du rebelle? La voix du rêveur? Ou peut-être la voix de celui qui savait simplement se réjouir de la pluie sans penser que son costume serait mouillé? Je veux vous inviter à un petit acte de courage. La psychologie nous enseigne. Ce qui est nommé perd son pouvoir sur nous et devient visible. Tant que ce ne sont que des pensées dans votre tête, elles sont brumeuses. Mais lorsque vous les écrivez, vous concluez un nouveau contrat avec la réalité. Descendez dans les commentaires sous cette vidéo. Je veux que nous transformions cet espace en un lieu de libération collective. Écrivez seulement 2 phrases. Utilisez cette formule. Je suis fatigué d'être votre masque. Je veux retrouver votre partie perdue. Par exemple, je suis fatigué d'être la femme forte qui résout tout toute seule. Je veux retrouver ma capacité à demander de l'aide et à être faible. Ou, je suis fatigué d'être le gagnant à succès. Je veux retrouver ma capacité à jouer et à faire des choses inutiles. Ne pensez pas à la façon dont cela sonne. Ne vous censurez pas. Que ce soit un cri de l'âme mis en mots. Quand vous aurez écrit cela, faites autre chose. Lisez les commentaires des autres. Vous verrez que vous n'êtes pas seul dans cette chambre noire. Vous verrez des centaines, des milliers de personnes qui portent les mêmes masques lourds et qui aspirent à la même vie perdue. Nous pensons souvent que notre souffrance est unique et nous isole. Mais le paradoxe est que c'est précisément dans notre vulnérabilité que nous sommes unis. Que les commentaires sous cette vidéo deviennent le cimetière des vieux masques usés et le jardin de nouveaux espoirs. Laissez votre fardeau là. Nommez-le. Et voyez combien nous sommes nombreux. Maintenant que nous avons nommé nos masques et vu nos pertes, nous arrivons à l'étape la plus difficile, mais aussi la plus importante. Nous devons changer notre attitude même envers ce qui nous arrive. Nous avons l'habitude de penser à la crise comme à un ennemi. Nous percevons notre faiblesse, notre apathie, notre effondrement comme une erreur à corriger. Mais les anciens alchimistes, dont Jung a étudié la sagesse si profondément, connaissaient une autre vérité. Ils savaient que l'or, symbole de l'âme parfaite et entière, ne peut être créé à partir de rien. Et il ne peut être créé à partir d'un métal pur et brillant. L'or ne naît que de la boue, du plomb, des ténèbres.
La première étape du grand œuvre en alchimie s'appelle nigredo, le noircissement. C'est l'étape de la putréfaction, de la décomposition, de la mort de l'ancienne forme. C'est la nuit noire de l'âme. C'est ce moment où tout ce que vous pensiez être se transforme en cendres. Vous êtes actuellement au stade du nigredo. Votre ego crie d'horreur car il sent l'odeur de la décomposition. Il voit les ambitions s'effondrer, les forces fondre, la confiance disparaître. Pour l'ego, c'est la mort, mais pour l'âme, c'est le début de la vie. Vous devez comprendre, sans la décomposition de l'ancienne forme, la nouvelle ne peut naître. Le grain doit pourrir dans la terre pour germer. Si le grain essaie de conserver sa forme parfaite et lisse, il restera à jamais un simple grain. Il ne deviendra jamais un épi. Votre « je ne peux plus vivre », comme ça n'est pas un aveu de défaite. C'est une prière. C'est un moment de vérité. C'est cet instant précis où la coquille de votre ancien moi s'est enfin fissurée sous la pression de la nouvelle vie qui grandit à l'intérieur. Alors cessez de lutter contre la décomposition. Cessez d'essayer de recoller les morceaux de votre ancienne persona. Laissez-les tomber. Permettez-vous de pourrir dans ce silence, dans cette inaction. Acceptez votre défaite, car c'est seulement en reconnaissant l'impuissance totale de votre ancienne façon de vivre que vous libérez de la place pour quelque chose de plus grand que vous. Ce que vous ressentez maintenant, cette lourdeur, cette noirceur, ce n'est pas la fin. C'est la matière première, la prima materia, à partir de laquelle votre âme forge en ce moment même votre or futur. Ce qui sent la décomposition pour votre ego est un engrais précieux pour votre soi. Si le nigredo est un état, quelle est donc l'action? Que faire quand on ne peut rien faire? La réponse est paradoxale. Il faut cesser de faire. Il faut changer l'archétype qui gouverne votre vie. La première moitié de la vie, nous la vivons sous le signe du héros. La tâche du héros est de conquérir le monde. Il construit l'ego, il combat les dragons, il acquiert des trésors, carrière, statut, famille. Le héros agit par la volonté, par le dépassement, par l'épée. Sa devise, la victoire ou la mort. Mais vous êtes arrivé à un point où l'épée du héros s'est brisée. Les dragons n'ont plus peur de vous et les trésors ne vous réjouissent plus. Vous essayez d'agiter le tronçon d'épée, mais cela ne fait que vous épuiser. Votre crise est le signal que le temps du héros est révolu. Le sage doit entrer en scène. Le sage ne conquiert pas le monde. Il le comprend. Le sage ne lutte pas contre le courant. Il devient le courant. Le héros essaie de changer les circonstances extérieures pour qu'elles correspondent à son plan. Le sage se change lui-même pour correspondre à la vérité du moment. Votre tâche maintenant est de déposer les armes. La lutte ne fonctionne plus. Chaque tentative de vaincre votre fatigue est un acte d'agression contre votre propre âme. Vous ne pouvez pas vous vaincre vous-même, car dans cette guerre, le perdant sera aussi vous. Au lieu de la lutte, vous devez maîtriser l'art de l'intégration de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous avez rejeté en vous comme indigne. Votre faiblesse, votre paresse, votre vulnérabilité, votre besoin de repos. Le héros méprisait ces qualités, mais pour le sage, elles sont une ressource inestimable. Regardez votre partie faible non pas avec mépris, mais avec curiosité. Peut-être que votre paresse n'est pas un vice, mais la sagesse du corps qui sait que vous n'allez pas dans la bonne direction. Peut-être que votre apathie est une façon pour la psyché de dire « Ce jeu ne me plaît pas, je quitte la partie ». Acceptez votre ombre. Invitez-la à table. Dites-vous « Oui, en ce moment je suis faible. Oui, en ce moment je suis inefficace. Et c'est aussi moi. Et il y a aussi de la valeur là-dedans. Cela demande bien plus de courage que la course éternelle au succès. Il est facile de courir quand tout le monde court. Il est difficile de s'arrêter et de faire face au vide. Le courage aujourd'hui, ce n'est pas de se lever et de courir de force, mais de rester allongé et d'écouter jusqu'à entendre la vérité. Le courage, c'est de se permettre d'être imparfait, brisé, nul, et de ne pas cesser pour autant de se respecter. La philosophie est belle, mais comment l'appliquer ce soir même, lorsque vous vous retrouverez seul avec vos pensées? Je veux vous donner 2 outils concrets. Ce ne sont pas des pilules qui supprimeront instantanément la douleur. Ce sont des clés qui aideront à ouvrir la porte de cette fameuse cave. Le premier outil, Jung l'appelait l'imagination active. En ce moment, votre fatigue est un nuage informe et oppressant. Elle fait peur parce qu'elle est partout et nulle part. Donnons-lui une forme. Fermez les yeux.
Imaginez que votre fatigue est un être vivant. Qui est-ce? Peut-être un vieil homme voûté avec un lourd sac qui veut juste s'asseoir. Peut-être un enfant qui pleure, oublié dans un coin. Ou un animal blessé qui montre les dents pour qu'on ne le touche pas. Ou peut-être un gardien sévère en armure noire qui barre le chemin. N'essayez pas de chasser cette image. N'essayez pas de la corriger ou de la rendre joyeuse. Regardez simplement. Puis dans votre imagination, parlez-lui. Demandez-lui, qui es-tu? Pourquoi es-tu venu à moi maintenant? De quoi me protèges-tu? Que veux-tu que j'arrête de faire? Et écoutez, la réponse peut ne pas venir en mots. Elle peut venir comme un sentiment, un souvenir, une image. N'essayez pas d'exorciser ce démon. Invitez-le à prendre le thé et demandez-lui quel message il apporte. Vous serez surpris, mais souvent ce monstre s'avère être l'allié le plus fidèle, qui était simplement fatigué de crier pour que vous l'entendiez. Le deuxième outil est le journal du non-faire. Nous savons tous écrire des listes de choses à faire, to-do list. Elles gouvernent nos vies. Je vous propose une révolte. Instaurez une pratique de l'oisiveté sacrée. Réservez un moment dans votre journée, que ce soit 20 minutes ou 1 heure, où il vous est catégoriquement interdit d'être utile. Pendant ce temps, on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on ne peut pas écouter de podcast, même celui-ci. On ne peut pas faire le ménage, on ne peut pas se perfectionner. Que peut-on faire? On peut regarder par la fenêtre, on peut s'allonger par terre, on peut gribouiller sans but, on peut se promener sans itinéraire. Votre ego se rebellera, il criera « nous perdons du temps », mais vous devrez dire fermement « non, nous arrosons les racines ». C'est précisément dans ces moments de silence, lorsque la pression du « il faut » disparaît, que votre âme commence à parler. C'est dans ces pauses que la vie s'infiltre. Essayez cela aujourd'hui, pas pour le résultat, mais juste pour sentir ce que c'est que d'être et non de faire. Et quand vous vous permettrez cette pause, quand vous cesserez de courir et que vous rencontrerez votre silence, je veux que vous entendiez une chose. Je veux que vous laissiez ces mots pénétrer au plus profond de votre cœur, là où vit votre peur éternelle de ne pas être assez. Tu en as fait assez. Tu t'es battu assez longtemps. Tu as supporté assez de choses. Tu as porté sur tes épaules un poids qui n'était pas destiné à une seule personne. Tu as mérité le droit de déposer ce fardeau. Nous vivons dans un monde qui essaie de nous convaincre que la vie est une transaction, que nous devons chaque matin acheter notre droit d'exister par la productivité, par l'utilité, par la conformité aux normes des autres. Mais je suis ici pour vous dire que cette comptabilité est un mensonge. Votre valeur ne se mesure pas au nombre de cases cochées dans votre agenda. Elle ne se mesure pas aux chiffres sur votre compte en banque ou au volume des applaudissements. Votre valeur est une constante. Elle était absolue au moment où vous êtes né et que vous n'aviez encore rien fait. Et elle reste absolue maintenant, alors que vous êtes allongé sans force. Votre existence n'est pas une dette à rembourser. C'est un don à accepter. Vous avez le droit sacré de simplement être. D'être comme une montagne qui ne produit rien mais soutient le ciel. D'être comme un arbre qui simplement grandit. Vous faites partie de ce grand univers qui respire. Et l'univers ne crée rien de superflu. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes nécessaire. Tel que vous êtes. Fatigué, brisé, authentique. Alors cessez de voir votre crise comme une panne. Cessez d'avoir honte de votre arrêt. Ce qui vous arrive n'est pas une dégradation. C'est une mise à niveau de votre conscience. Votre âme est devenue trop grande pour la petite vie que vous lui aviez construite. Votre vieille peau se fissure non pas parce que vous rétrécissez, mais parce que vous grandissez. Cette crise, ce sont les contractions de la naissance de votre nouveau moi. Est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce que ça fait peur? Certainement. Mais ce n'est pas la fin. C'est la preuve que vous êtes vivant et que votre sagesse intérieure vous guide vers la totalité. Vous n'êtes pas en train de vous désagréger. Vous êtes en train de vous rassembler. Vous n'êtes pas faible. Il faut une force titanesque pour se permettre d'être vulnérable dans un monde de machines blindées. Et cette force, vous l'avez. Vous en avez fait assez. Maintenant, laissez la vie faire quelque chose pour vous. Nous avons parcouru un long chemin en 7 heures. Nous sommes descendus dans les caves de votre âme. Nous avons rencontré les fantômes de la persona et regardé votre fatigue dans les yeux. Et maintenant, ici, à la fin de ce voyage, rassemblons tous les fils en un nœud solide. Retenez cette leçon principale. Votre douleur n'est pas une erreur.
Votre obscurité n'est pas une absence de lumière. Votre fatigue est un appel fort, insistant, désespéré de votre soi. C'est une voix qui dit « Rentre à la maison ». Vous êtes allé trop loin en territoire étranger, le territoire du « il faut » et du « je dois ». Et votre âme, comme une mère aimante, vous a rappelé à elle de la seule manière que vous ne pouviez ignorer. Elle vous a retiré la force de continuer dans la mauvaise direction. Nous avons peur de l'obscurité parce que nous n'y voyons rien. Mais c'est dans l'obscurité de la terre que la graine germe. C'est dans l'obscurité de l'utérus que la vie prend forme. C'est dans l'obscurité de votre inconscient que naît en ce moment votre nouvelle personnalité. Cessez d'appeler cela dépression ou paresse. Appelez cela votre grand retour. Vous pensiez être brisé. Mais la vérité, c'est que seule votre cage s'est brisée. Votre masque s'est brisé. Votre illusion de contrôle s'est brisée. Mais vous, ce centre authentique, vivant, sensible à l'intérieur, vous n'êtes pas brisé. Vous commencez seulement maintenant à vous réveiller vraiment. Ce qui vous semblait une impasse est en réalité une porte. Ce qui vous semblait la fin du chemin s'est avéré n'être qu'un virage serré vers la maison. Vous n'êtes pas en train de mourir, vous êtes en train de muer. Et ce processus exige du repos, du temps et du silence. Accordez-vous cela, non pas comme une indulgence, mais comme une nécessité sacrée. Et je vous le promets, cet hiver ne durera pas éternellement. Un jour, la neige fondra. Et quand cela arrivera, vous verrez un monde qui aura changé au point d'être méconnaissable. Imaginez une vie où vous n'avez plus besoin de dépenser 90% de votre énergie à retenir un barrage. Imaginez que toute cette force colossale qui servait à la répression soit soudainement libérée. Elle se déversera dans votre créativité, dans vos relations, dans votre simple existence quotidienne. Vous vous réveillerez et la lourdeur dans votre poitrine aura disparu. Vous vous regarderez dans le miroir et vous ne verrez pas le masque d'une personne qui réussit, mais votre visage, vivant, calme, authentique. Vous n'aurez plus besoin de faire semblant. Vous n'aurez plus besoin de vous défendre. Dans cette nouvelle vie, le mot « il faut » cédera le trône au mot « j'aime ». Vous travaillerez non par peur de la pauvreté ou du jugement, mais par intérêt et par passion. Vous vous reposerez non pas parce que vous êtes tombé d'épuisement, mais parce que vous aimez votre corps. La couleur reviendra. Le goût de la nourriture reviendra. La musique reviendra. Vous pourrez à nouveau jouer, comme dans l'enfance, sans penser aux résultats. La spontanéité, que vous pensiez avoir perdue à jamais, reviendra à vous comme une vieille amie. Et un matin, vous vous réveillerez non pas parce que le réveil a sonné et que le devoir vous appelle à la guerre. Vous vous réveillerez parce qu'un rayon de soleil est tombé sur votre oreiller et que vous avez ressenti un désir irrésistible de voir ce jour. Vous vous réveillerez parce que la vie sera devenue trop intéressante pour la dormir. Ce jour viendra. Attendez simplement. Respirez simplement. Soyez simplement. Mais en attendant cette aube, sachez une chose importante. Le plus grand mensonge de la dépression est de penser que vous êtes seul dans votre obscurité, que tout le monde s'en sort et que vous êtes le seul à avoir décroché. Regardez les chiffres sous cette vidéo. Regardez les commentaires que vous et d'autres avez laissés aujourd'hui. Derrière chacun de ces pseudonymes, il y a un cœur vivant qui souffre comme le vôtre. Derrière chaque avatar, il y a une personne qui est aussi fatiguée de porter un masque et qui cherche aussi le chemin du retour. En ce moment même, à cette seconde précise, des milliers de personnes dans différents coins du monde sont assises devant leur écran et ressentent la même chose que vous. Nous sommes toute une génération qui apprend à s'arrêter. Nous sommes une génération qui a décidé de dire non à la course insensée et qui a commencé le difficile chemin du retour à l'âme. Vous n'êtes pas un paria. Vous faites partie d'une immense fraternité invisible de chercheurs. Nous sommes tous des voyageurs fatigués, marchant sur des sentiers différents vers la même source. Votre douleur est notre douleur commune. Votre espoir est notre espoir commun. Dans cette nuit, vous n'êtes pas seul. Nous marchons ensemble. Notre voyage touche à sa fin, mais votre travail intérieur ne fait que commencer. Le monde extérieur est très bruyant. Dès que cette vidéo se terminera, le bruit du quotidien tentera de nouveau d'étouffer la voix silencieuse de votre âme. Ne laissez pas cela se produire. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, restez avec nous. Considérez le bouton d'abonnement non pas comme un geste social, mais comme le fil d'Ariane. Accrochez-vous-y pour ne pas vous perdre dans le labyrinthe des significations superficielles et des attentes des autres.
Abonnez-vous pour avoir toujours accès à cet espace de profondeur et de compréhension. Et si vous êtes prêt à accepter votre univers, si vous vous autorisez à vous arrêter sans culpabilité, aimez cette vidéo. Que ce soit votre petit, mais ferme, acte d'affirmation de soi. Que ce soit le signe que vous acceptez votre droit au repos et votre droit à la guérison. Rappelez-vous les mots de Carl Jung, qui sont la boussole de toute notre chaîne. Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Vous avez dormi assez longtemps en regardant la vie des autres. Il est temps d'ouvrir les yeux et de regarder au plus profond de la vôtre. Faites de beaux rêves à votre ego et un bon réveil à votre âme.